Ces derniers jours, une image fait le tour des médias africains. À Freetown, en Sierra Leone, les États membres de la CEDEAO ont signé un accord intergouvernemental en faveur du projet de gazoduc atlantique reliant le Nigeria au Maroc. Immédiatement, une partie de la presse marocaine s'est emballée. Les titres se sont multipliés. Certains ont parlé même d'une victoire diplomatique historique. D'autres sont allés jusqu'à annoncer un échec de l'Algérie et l'abandon définitif du projet transsaharien. Mais en géopolitique, les apparences sont souvent trompeuses. Les cérémonies de signature impressionnent les caméras. Elles alimentent les discours politiques. Pourtant, ils ne suffisent pas à construire un gazoduc de plusieurs milliers de kilomètres. Car une fois les projecteurs éteints, une autre réalité reprend ses droits, celle des cartes, des financements, des contraintes techniques, du droit international et surtout des intérêts stratégiques des États. La première erreur consiste à croire que le Nigeria aurait choisi un camp contre un autre. C'est une lecture émotionnelle d'un dossier qui lui relève exclusivement des intérêts nationaux. Le Nigeria est avant tout une puissance énergétique. Il possède les plus importantes réserves de gaz du continent africain et cherche depuis des années à multiplier les débouchés vers les marchés européens. Son objectif n'est pas de favoriser Rabat ou Alger, son objectif est de vendre son gaz. Pour Abuja, plus il existe de corridors d'exportation, plus le pays renforce sa sécurité économique et son pouvoir de négociation. Il n'y a donc rien d'étonnant à voir le Nigeria soutenir plusieurs projets simultanément. C'est une stratégie parfaitement rationnelle. En réalité, les deux gazoducs ne sont pas forcément concurrents dans la vision nigériane. Ils représentent deux options différentes pour atteindre un seul et même objectif, l'Europe. La véritable question n'est donc pas de savoir quel projet bénéficie aujourd'hui d'une signature ou d'un soutien politique. La vraie question est beaucoup plus simple. Lequel de ces deux projets possède les meilleures chances de sortir un jour du papier pour devenir une réalité industrielle? Et c'est précisément là que les cartes commencent à se redistribuer. Lorsqu'on observe les données techniques, le gazoduc transsaharien conserve plusieurs avantages. Son tracé est plus direct, son coût global est nettement inférieur, son financement repose essentiellement sur trois États directement concernés, le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Mais surtout, une grande partie des infrastructures existent déjà. En Algérie, le réseau de transport du gaz couvre déjà le territoire jusqu'aux côtes méditerranéennes. Les gazoducs reliant les grands champs gaziers aux terminaux d'exportation sont opérationnels depuis très longtemps. Les interconnexions avec l'Europe fonctionnent déjà. Du côté nigérian, aussi, une partie importante des infrastructures nécessaires est également en place. Les investissements réalisés depuis plusieurs années constituent déjà une base solide. Il reste essentiellement deux grands maillons à achever, le raccordement vers le nord du Niger et le tronçon traversant le Niger. Or, un événement diplomatique majeur est récemment venu modifier l'équation. Après plusieurs mois de tension, Alger et Niamey ont engagé une normalisation de leurs relations. Cette évolution réduit considérablement les obstacles politiques qui freinaient l'avancement du projet transsaharien. Autrement dit, l'un des principaux verrous diplomatiques semble aujourd'hui en voie d'être définitivement levé. Face à cela, le projet atlantique présente une réalité bien différente. Sur le papier, son tracé est spectaculaire. Plus de 6000 km de conduite
longeant les côtes de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Maroc. Mais entre une carte et un chantier, il existe parfois un océan de difficultés. Un tel ouvrage nécessite des investissements colossaux, évalués à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il implique la coordination permanente de nombreux États souverains, chacun avec ses propres réglementations, ses priorités budgétaires, ses risques politiques et ses contraintes sécuritaires. Chaque changement de gouvernement peut ralentir le projet. Chaque difficulté financière peut repousser les échéances. Chaque désaccord régional peut remettre en question une partie du tracé. Et ce n'est pas le seul obstacle. Il existe également une dimension juridique que certains commentaires médiatiques passent volontairement sous silence. Une partie du tracé envisagé longe les eaux du Sahara occidental. Or, le statut de ce territoire demeure inscrit à l'agenda des Nations Unies. Son avenir politique fait toujours l'objet d'un processus international qui n'est pas encore arrivé à son terme. Il faut le rappeler. C'est précisément dans ce contexte qu'un autre événement, beaucoup moins médiatisé au Maroc, mérite toute l'attention. Quelques jours seulement après la signature de l'accord au sein de la CEDEAO, Abuja recevait un envoyé spécial du président de la République arabe sahraoui démocratique. Pour de nombreux observateurs, cette rencontre dépasse largement le cadre protocolaire. Elle sonne comme un signal politique, presque comme un avertissement diplomatique, un rappel que la signature d'un accord économique ne signifie pas l'abandon des positions historiques du Nigeria sur la question sahraoui. Dans cette lecture, Abuja rappelle que sa participation au projet atlantique reste indissociable du respect du droit international et du processus conduit sous l'égide des Nations Unies. Autrement dit, l'engagement nigérian dans ce projet est perçu par plusieurs analystes comme demeurant lié à une clarification préalable de la question de la souveraineté sur le Sahara occidental. Car il paraît difficile d'imaginer qu'un État comme le Nigeria, qui a historiquement soutenu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, accepte qu'un gazoduc emprunte des espaces maritimes faisant l'objet d'un différend sans qu'une solution conforme au droit international n'ait été trouvée. Pour beaucoup d'analystes africains, c'est là tout le sens de cette rencontre entre Sahraouis et Nigérians. Une manière de rappeler que les intérêts économiques ne peuvent totalement effacer les positions diplomatiques construites depuis plusieurs décennies. Le message serait alors clair: oui au développement, oui à la coopération énergétique, mais pas au prix d'un reniement des principes que le Nigeria affirme défendre sur la scène internationale. Pendant que certains célébraient déjà une victoire définitive, Abuja semblait rappeler que la géopolitique ne se résume jamais à une photographie prise au moment d'une signature. Elle s'écrit dans la durée. Elle s'écrit dans le rapport de force. Elle s'écrit dans le respect des équilibres régionaux. Au-delà de ces considérations juridiques et diplomatiques, un autre élément joue clairement en faveur du projet transsaharien: la diversification des accès au marché européen. Une fois le gaz arrivé en Algérie, plusieurs routes d'exportation sont immédiatement disponibles. Le gaz peut rejoindre l'Espagne grâce au gazoduc Medgaz. Il peut également
être dirigé vers l'Italie via les infrastructures existantes. Et au-delà de l'Italie, il peut alimenter une partie importante de l'Europe centrale grâce aux différents réseaux interconnectés. Cette multiplicité des débouchés constitue un avantage stratégique considérable. À l'inverse, le projet atlantique dépend essentiellement d'une seule porte d'entrée européenne. Cette différence peut paraître technique pour certains, mais en réalité, elle est fondamentale. Les acheteurs européens recherchent aujourd'hui la sécurité des approvisionnements. Ils privilégient les infrastructures déjà existantes, les délais de réalisation les plus courts et les investissements les moins risqués. Dans ce contexte, le gazoduc transsaharien bénéficie d'atouts difficilement contestables. Moins de kilomètres à construire, moins d'intervenants, moins d'incertitudes juridiques, des infrastructures déjà largement opérationnelles et plusieurs débouchés vers l'Europe. Tout cela, ce ne signifie évidemment pas que le projet atlantique est condamné, pas davantage que le projet transsaharien est assuré de voir le jour. Dans les grands projets énergétiques, il faut le savoir, aucune certitude n'existe avant le premier mètre de canalisation posé. Mais une chose demeure certaine, les communiqués politiques ne remplacent jamais les études de faisabilité. Les signatures, aussi prestigieuses soient-elles, ne remplacent jamais les financements. Les déclarations médiatiques ne remplacent jamais les réalités du terrain. L'histoire des grands gazoducs s'est toujours écrite selon une règle simple. Ce ne sont pas les annonces qui gagnent, ce sont les projets capables de réunir les capitaux, la stabilité politique, les garanties juridiques et les infrastructures nécessaires. C'est pourquoi annoncer dès aujourd'hui la victoire définitive de l'un ou l'échec de l'autre relève davantage du commentaire politique que de l'analyse stratégique. Au bout du compte, une signature n'est qu'une étape. Les vraies décisions se prendront lorsque les investisseurs engageront leurs milliards, lorsque les entreprises lanceront les chantiers et lorsque les premiers kilomètres de conduite sortiront réellement de terre. C'est à ce moment-là seulement que l'on saura quel corridor énergétique dessinera l'avenir gazier de l'Afrique vers l'Europe. D'ici là, le temps, la géographie, l'économie et le droit international continueront de peser bien davantage que les effets d'annonce. Et sur chacun de ces terrains, le projet transsaharien conserve à ce jour des arguments solides qui expliquent pourquoi il demeure, aux yeux de nombreux spécialistes, l'un des corridors énergétiques les plus crédibles pour relier durablement le gaz nigérian au marché européen. Au revoir.